Alors au sortir de la guerre, l'État est exsangue complètement, n'a plus d'argent. Il y a la guerre d'Indochine, puis il y aura la guerre d'Algérie. Et regardez, en 1953, l'État va trouver un système extrêmement performant qui va permettre de financer le logement social et qui s'appelle le 1% logement. Mais ce 1% logement, sans la volonté des élus, sans la volonté municipale, il ne sert à rien. Et Versailles décide de prendre en main, avec son office à l'époque, la construction de logements sociaux. Alors vous me direz, ces logements sont tristounés, ces logements sont des tours et des bars, ces logements sont à démolir, aucune architecture, etc. Excusez-moi, c'est quelques grands prix de Rome qui les ont réalisés, mais c'est pas la question. Ces logements répondent à l'urgence d'une situation qui est invivable pour la majorité des Français. Et on peut voir, si on continue l'exposition, l'appel de l'abbé Pierre, 1954, les cités d'urgence, ces cités d'urgence, mais aussi les taudis de Versailles, la grande place, la petite place plutôt à Versailles, qui est un quartier de taudis, qui est un quartier dans un état épouvantable, plein de rats, et donc il faut résorber l'habitat insalubre. Et puis, on va passer sur de la petite cité à la cité qui va se développer, qui va devenir le futur des grands ensembles. Les grands ensembles, on nous dit aujourd'hui, les grands ensembles, c'est un crime, vous avez fait n'importe quoi, etc. Je veux bien, mais quand on ouvrait un robinet et que la famille avait de l'eau chaude, pour de très nombreuses familles, c'était un véritable miracle. N'oubliez pas, 10% de salles de bain dans l'ensemble du parc de logement français. Et on va passer au temps des ZUP. Les ZUP, ce n'est pas un gros mot, c'est les zones à urbaniser en priorité. Et ce temps des ZUP, c'est la construction minimum de 600 logements par programme. Minimum. Tout le monde ici connaît le Val-Fouré. Le Val-Fouré, c'est plus de 7-8 000 logements d'un seul coup. C'est une folie. C'est une folie, mais qui répond à une nécessité vitale. Et ici, à Versailles, on va être plus raisonnable. On va faire des ZUP, mais à taille humaine, qui ne vont pas dépasser 1000 logements. Alors, quand je dis 1000 logements, le programme moyen en HLM aujourd'hui, dans toute la France, c'est 13 logements par programme. Le programme moyen à l'époque, ça va être 600 logements par programme. Et donc, il faut construire vite et pas toujours très bien. C'est la technique, ici par exemple, qu'on voit du chemin de grue. Alors qu'est-ce que c'est que le chemin de grue ? C'est une grue posée sur des rails. La grue bouge, monter une grue coûte très cher. Elle bouge, elle se déplace et on construit de chaque côté les plots des futurs bâtiments. C'est très efficace, mais le résultat est un peu monotone, on va le dire. Et pourtant, ça répond à l'époque à ce besoin de confort de la France. Et puis après, ce sont les années, alors on va vite passer, mais sur les années 70-80, à partir des années 80, la préoccupation du logement des plus défavorisés, ceux qu'on appelle, c'est un terme nouveau, les nouveaux pauvres, va se préciser dans les politiques du logement, et l'inflexion sociale des politiques du logement va être la priorité des pouvoirs publics. Après les années 85, vous aurez la loi Besson et d'autres lois contre l'exclusion jusqu'à la loi Dallot, etc. Et donc cette préoccupation est une préoccupation nouvelle. Le logement social, c'est le logement des travailleurs. Aujourd'hui, le logement social, c'est le logement pour tous et surtout pour ceux qui sont les plus défavorisés. Ensuite, on va arriver dans les années 90. Avec les années 90, c'est le début de la qualité pour tous. Le logement social ne veut plus faire de grands ensembles, ne veut plus faire des tours et des bars, et le logement social va créer des cités ou des petits immeubles à taille humaine et à architecture nouvelle. C'est les années qualité, et en plus on va réhabiliter le parc social après la réforme de 77, et cette réhabilitation va permettre de réhabiliter de nombreuses cités. Mais regardez cet exemple. Je suis à Bernard de Jussieu. Bernard de Jussieu est un quartier qui va être réaménagé, qui va être reconstruit, qui va être rebâti plutôt, et qui va être réhabilité.
Pensez-vous aujourd'hui qu'il serait acceptable de faire des immeubles enfermés comme cela? C'est impensable pour un architecte d'aujourd'hui, alors qu'à l'époque, ce sont les mamans qui demandent à pouvoir voir leurs enfants depuis la cuisine pour pouvoir les interpeller s'ils font les imbéciles. La surveillance des enfants, n'oubliez pas que le logement social, c'est le logement des familles, et des familles nombreuses à l'origine. En moyenne, les HLM dans les années 70 ont 5 personnes par ménage en moyenne. Aujourd'hui, c'est 2,3 personnes par ménage, et les personnes seules dans les HLM, les ménages d'une seule personne, comme on dit, à l'époque ne représentent que 8% des locataires. Aujourd'hui, c'est près de 40%. Sa fonction a changé, mais le logement ne peut pas changer d'un coup de baguette magique, et c'est pour ça que beaucoup de ménages sont en sous-occupation dans le parc social. Mais ces grands ensembles, n'oubliez pas, c'est une conquête. C'est une conquête qui a permis à de nombreuses personnes de devenir propriétaires par la suite. Les années 70 avec la Chalandonnette, n'oubliez pas la maison clé en main, etc., était une maison qui permettait à de nombreux ménages des petites classes moyennes de sortir des HLM pour accéder à la propriété. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que, à l'époque, la stabilité familiale était une donnée, la stabilité de l'emploi également. Stabilité familiale, stabilité de l'emploi, on peut faire des économies, on peut devenir propriétaire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un dessin, stabilité familiale et stabilité de l'emploi ne sont plus ce qu'elles étaient. Et donc, les HLM aujourd'hui sont des gestionnaires de parcours résidentiels chaotiques. Et d'où la difficulté du métier et d'où la professionnalisation des acteurs.